Gergovie, tout le monde sait où c'est, mais Alésia. Blois devient le lieu où l'on aime assassiner les gens. Depuis 1946, Cannes fait son festival. Mais 68, ce n'est pas que le quartier latin, c'est aussi Lyon, Bordeaux, Strasbourg. L'histoire de Soissons ne se résume pas à celle d'un vase. Tous les chemins mènent à Reims. Mais la victoire de Charles Martel a-t-elle bien eu lieu à Poitiers ? Grande date de nos régions, une émission animée par Éric Labaille et Cédric Delaunay. Un podcast ici en région. Chers auditeurs, bonjour. Nous nous retrouvons pour découvrir une nouvelle grande date en région. Aujourd'hui, nous allons nous replonger dans l'histoire antique de Lyon. Le confluent du Rhône et de la Saône est un site propice à l'activité humaine. Il n'est donc pas étonnant qu'il ait attiré l'attention des Romains pour y fonder une ville appelée à un brillant avenir. Dans quelles circonstances cette création a-t-elle eu lieu et comment les nouveaux maîtres de la Gaule s'y sont pris pour inventer la future capitale d'une des provinces les plus prospères de l'Empire ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Éric Labaille. Bonjour Éric. Bonjour. Et donc, nous voilà replongés dans l'histoire antique. Alors, dans cette petite présentation, nous avons insisté sur le site en lui-même, entre la Saône et le Rhône. Pourquoi commencer par là ? Eh bien, le site est particulier puisque nous sommes au confluent de deux cours d'eau majeurs, deux cours d'eau qui structurent l'espace géographique de l'Est de la France, la Saône et le Rhône, un espace qui ne ressemble pas exactement à ce qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire que le confluent tel que nous le connaissons aujourd'hui est le produit à la fois des alluvions et des travaux humains entamés depuis l'Antiquité, qui a permis de repousser ce confluent beaucoup plus au sud de ce qu'il était à l'époque. À l'époque, le nom attribué au site est un nom tout à fait classique dans la Gaule pré-romaine, qui est le nom de Condate, Condate, ou Conda plus simplement en français, qui signifie tout simplement confluent. Ce confluent donc passe au pied d'une colline, la colline de Fourvière, et les deux eaux se rejoignent au pied d'une autre colline, qui est la colline de la Croix-Rousse. Et c'est donc déjà un axe fréquenté par les Gaulois pour le commerce. C'est de toute façon un axe indispensable dans une région qui est marquée par un relief montagneux à l'ouest comme à l'est, les Alpes étant à l'est et puis le Massif central à l'ouest. Donc pour toute voie commerciale, toute liaison nord-sud, on est obligé d'emprunter cet axe, ce sillon rhodanien qui permet de remonter de la Méditerranée jusqu'à la région rhénane. Donc oui, c'est un axe qui est fréquenté depuis la plus haute antiquité, depuis la préhistoire, depuis le néolithique au bas mot. Et paradoxalement, c'est une période du peuplement de Lyon que l'on ne connaît pas bien. On sait que Lyon était une implantation celte. On a retrouvé, notamment à Fourvière, des traces archéologiques assez importantes, avec une enceinte notamment, mais les contours de ce peuplement celte du site de Condate sont assez flous par manque de sources. Il n'y a aucune source écrite, bien évidemment, par manque de sources archéologiques. On est en milieu urbain et là, les travaux archéologiques sont généralement assez difficiles dans ces environnements-là. Donc là, c'est encore assez mystérieux. Mais est-ce qu'il y a un peuplement celte au moment où les Romains arrivent ou est-ce que cette trace s'est effacée ou est-ce qu'ils ont été relocalisés dans un autre endroit ? Le site de l'actuelle ville de Lyon est situé en fait au croisement de plusieurs peuples celtes. Vous avez les Ambares qui sont situés à l'est, les Allobroges au sud-est, les Éduins au nord, les Ségusiaves au nord-ouest. Donc nous ne sommes pas au cœur d'un peuple, comme pourrait l'être par exemple la ville de Tours avec les Turons. Nous sommes au croisement. C'est une zone de confins, Lyon. Et cette notion de confins, finalement, elle va marquer toute l'histoire de la ville de Lyon, puisque Lyon se retrouvera pendant des siècles aux confins de provinces romaines, aux confins de royaumes, de principautés, aux confins de l'Empire et de la France, etc. Cette notion de confins est déjà présente dans l'histoire lyonnaise avant l'arrivée des Romains.
Donc effectivement, les sites de confluence sont favorables à l'installation humaine, mais par exemple, si on prend à Tours, donc Caesar-Odunum, les installations celtes qui ont disparu au deuxième siècle, au début du deuxième siècle après Jésus-Christ, comme l'installation des Romains à partir des années 30, 20-30, se fait dans la confluence, se fait entre le Cher et la Loire. Alors que là, effectivement, c'est plutôt le site de Fourvière, donc sur la colline, qui est priorisé. A priori, les implantations, celtes sont plutôt effectivement sur les hauteurs que sur la confluence elle-même, jusqu'à découverte archéologique, qui infirmera ce que je suis en train de dire. Et donc, est-ce qu'on a une date précise? Parce que, par exemple, si on prend Tours, Blois, un certain nombre de villes, on n'a pas de date de création précise d'une ville romaine. Est-ce que pour Lyon, on est plus renseigné? Est-ce que nos sources sont plus précises? Oui, alors pour le cas de Lyon, c'est beaucoup plus précis puisqu'on sait que, le César et ses armées sont passés par la région lyonnaise à plusieurs reprises, notamment en 56 avant Jésus-Christ et une dernière fois en 52 pour la campagne d'Alésia. Je connais Heu pas, allez-y, je connais pas. Oui, Gergovie, on connaît, mais Ah, Alésia, Gergovie, oui, très bien, voilà, très bien, Gergovie. très bien Gergovie, oui. Mais donc en 52, César passe par cette région et il va, confier, à moins que ce soit une initiative individuelle, mais toujours est-il qu'un de ses lieutenants, Lucius Munatius Plancus. On se croirait toujours dans un Je album je d'Astérix. je souris parce que voilà, j'ai des images qui me viennent en tête. En 43 avant Jésus-Christ, donc décide de, créer une ville romaine, une cité romaine sur, l'emplacement de l'ancienne implantation gauloise, dont le contour reste, à définir. Mais pourquoi? Pourquoi implanter une colonie? Et qu'est-ce qu'une colonie, en fait? À quoi ça sert? Et une colonie, c'est une création nouvelle, une création urbaine nouvelle, qui est faite, par les Romains, qui est créée par les Romains dans des régions qu'il convient de contrôler, dans lesquelles il convient d'organiser une administration à partir donc de cette création urbaine. Dans le cas de Lyon, cette colonie se double d'un intérêt, démographique puisque on va prendre, des habitants de Vienne, donc qui est une ville romaine située au sud de Lyon. On y ajoute a priori beaucoup d'anciens vétérans des légions, commandées par, Munatius Plancus, et ça fait on a un foyer de peuplement, une population déjà, qui permet d'être installée sur place. Ce n'est pas, on va pas faire avec, comme on peut faire souvent, définir un périmètre, tracer un quart d'eau, un décumanus et ensuite après faire venir, des habitants. Là, on a déjà le peuplement, pour implanter sur place. Donc, ce sont des raisons à la fois, stratégiques, des raisons à la fois, d'occupation du territoire, mais aussi des raisons liées à l'existence d'un vivier humain, à disposition. Donc il n'y a Sach pas de Gaulois, de Celtes qui viennent aussi, Si, par sans exemple? aucun doute, sans aucun doute, sachant que le peuplement, le fond du peuplement est véritablement romain ou provenant de Narbonnaise, mais il y a de toute façon les substrats gaulois qui existaient déjà, enfin gaulois, sachant que le terme gaulois est impropre, mais les substrats gaulois qui existaient déjà, sur place sont eux aussi, impliqués, incorporés dans le tissu urbain. Donc la province de la Narbonnaise, rappelons-le, c'est une province qui se situe, sur le pourtour méditerranéen, Voilà, qui qui a été remonte un peu dans le conquise Rhône. par les Romains à partir de 120, Oui, 2e siècle avant Jésus-Christ, 2e oui. siècle avant Jésus-Christ. Ouais. Donc la population effectivement est déjà largement romanisée, même si elle est celte de naissance, du moins de culture. Mais déjà elle est profondément romanisée au moment où, intervient la conquête des Gaules. Oui. Sachant que les Gaules, cette Gaule chevelue, dont nous parle César, ne sont pas complètement en marge du monde romain puisque des échanges, parfois très intenses, commerciaux, politiques, diplomatiques avaient déjà eu lieu avec toutes les populations, celtes, implantées en Gaule. Oui, c'est là qu'il faut distinguer l'histoire de la mémoire. Souvent, on a une mémoire très nationaliste, hein, le Gaulois résistant à l'envahisseur romain, etc. Alors ensuite, dans la culture populaire, bien sûr, il y a Astérix avec cette idée qu'il y a deux peuples complètement étanches l'un à l'autre, Oui, alors qu'au contraire, il y avait de multiples contacts. tout à fait. Grande date de nos régions. Un podcast ici en région. Alors,
Fondation de Lyon, du Lugdunum en 43 avant Jésus-Christ. Et donc, ça ressemble à quoi une ville romaine comme ça quand on fonde une ville romaine? Est-ce qu'il y a des monuments? Comment ça s'organise? Avant toute chose, il faut lui donner un nom avant même qu'elle ait une existence, géographique, topographique, urbanistique, cette ville, il faut la désigner. Donc on va lui donner un nom, alors accrochez-vous, on va l'appeler Colonia Copia Felix Munatia Lugdunum, ce qui signifie en bon français colonie Lugdunum de l'abondance et du bonheur de Munatius. Munatius étant le nom de son propre fondateur. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, hein, il a donné son nom, à sa ville. Donc cette colonie Lugdunum, alors point, Lugdunum, c'est le nom qui va être retenu pour, l'appellation de la ville dans les siècles à venir. Alors Lugdunum, c'est assez compliqué comme origine, l c'est en fait 2 toponymes, celtes, le dunum qui voudrait dire une colline, une hauteur, un oppidum en fait, Pour en désigner quelque sorte. Fourvière en fait? Voilà, ce serait Fourvière et Lug qui pourrait, alors le débat fait rage, hein, qui pourrait désigner un dieu celte, le dieu Lug, ou qui pourrait désigner, les corbeaux, cette La présence colline de des corbeaux, la Corbeaux colline des corbeaux ou la peut-être. colline du dieu Lug. Ou la colline du dieu loup. Bon, je laisse les auditeurs se faire leur propre choix. Donc, c'est tout d'abord quelque chose de très, très, très modeste. On construit une palissade en bois, à l'intérieur de laquelle on aménage rapidement un premier espace public avec des maisons, elles aussi en bois, quelque chose de très, très sommaire. Mais ce qui frappe dans l'histoire de Dunum, donc, ce qui frappe, c'est la rapidité avec laquelle cette ville, cette colonie va se développer, va, devenir une véritable ville romaine avec tous les attributs de la ville romaine. Alors quels sont ces attributs? Alors ces attributs, c'est tout ce que vous pouvez imaginer, des thermes, un amphithéâtre, des bâtiments publics, un forum, voilà Un un odéon, un odéon, voilà. cirque, un Exactement, oui, oui. Tout ce que vous pouvez imaginer dans le stéréotype de la ville romaine, puissante de l'époque. Alors ça ne doit pas, au hasard, cette évolution rapide et cette croissance, assez, spectaculaire. C'est tout d'abord la création par un personnage qui est assez connu de son époque, Agrippa, la création, aux alentours de 30 à 15 avant Jésus-Christ, d'une série de voies, fameuses voies romaines, hein. Là encore, on est dans l'occupation du territoire, l'exploitation du territoire, gaulois, désormais sous domination romaine et Agrippa va, dessiner un plan de voies qui ont toutes pour caractéristique de converger vers Lyon. Tous les chemins ne mènent peut-être pas à Rome, mais en tout cas, en à Lyon. l'occurrence, tous les chemins mènent à Lugdunum. Et ces voies permettent de desservir à la fois la Narbonnaise, donc la province du sud de la Gaule, mais également les nouvelles provinces romaines que sont la Belgique, que sont la Lyonnaise, que sont l'Aquitaine. Et cette étoile de mer, en fait, partant de Lyon, de voie, va tout à fait naturellement drainer vers le carrefour central énormément d'activités, énormément de population et énormément de richesses également. La deuxième raison, le deuxième facteur pour lequel la ville de Oudounum se développe rapidement, c'est le fait qu'elle va très rapidement accueillir, sous le règne de l'empereur Auguste, accueillir les représentants des tribus gauloises qui viennent chaque année au sanctuaire des Gaules, Les 3 Gaules. voilà, des trois Gaules, renouveler leur serment de fidélité à la personne de l'empereur et au-delà de la personne de l'empereur, à Rome. Et donc, Lugdunum prend donc une importance colossale. Alors on y associe effectivement le nom d'Octave, enfin Auguste, mais aussi celui de Claude. Oui, Alors Claude, effectivement, qui a laissé sa marque sur, Lugdunum grâce aux tables claudiennes qu'on a oui, retrouvées. grâce aux tables claudiennes et Claude qui va changer le nom de la ville. Donc, on va oublier notre Munatius initial et la ville va être rebaptisée Colonia Copia Claudia Augusta Lugdunensum. Et donc Claude, effectivement, alors, cet empereur, souvent méprisé, hein, souvent oublié,
qui, à travers ces tables claudiennes, ouvre en fait la romanisation et ouvre les possibilités de carrière par l'accès à la citoyenneté, non pas à toute la population, mais élargit aux élites gauloises, effectivement, la possibilité d'avoir de très belles carrières en les intégrant à la gestion des cités. Et donc là, on a un tournant important dans l'histoire romaine. Oui, un tournant qui sera d'autant plus important qu'il annonce un autre tournant qui sera pris par un autre empereur né à Lyon, Caracalla, avec son édit qui va donner la citoyenneté romaine universelle dans le cadre de l'Empire. Donc là encore, Lyon se retrouve au cœur même des problématiques impériales, au cœur même de l'Empire romain. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que l'on peut voir comme traces romaines à Lyon? Qu'est-ce qui reste? Un bel amphithéâtre, il reste des Il y a l'Odéon, hein, l'Odéon, la colline de Fourvière oui, recèle un oui, certain nombre de ressources. Par contre, effectivement, le sanctuaire des Trois Gaules est effacé. mmh, Il ne reste plus grand-chose non plus des arènes de combat, de l'amphithéâtre. mmh. Le cirque également a été englouti par des siècles et des siècles de construction, de remaniement. Il y a des restes de l'aqueduc encore quand on va un peu plus loin dans les campagnes. Mais effectivement, Non, de mais voir qu'on est dans un site urbain et donc forcément une ville, mmh. ça réemploie les matériaux et donc souvent effectivement les villes romaines se sont effacées. Merci Eric, merci de nous avoir replongé dans cette histoire lointaine et avant de nous quitter, je vous rappelle que Éric Labaille est l'auteur des Grandes dates en lyonnais, livre que vous pouvez retrouver dans vos points presse et chez votre libraire préféré. Merci à toutes et à tous. Merci à vous. Retrouvez tous nos podcasts, livres, articles et vidéos sur notre site internet icienrégion.fr.